Marc Voline, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette 37e édition des Assises de la Traduction, dont le titre cette année est « Au commencement était l'image ». Tout un programme, et qui dit image, dit aussi bande dessinée. La bande dessinée, en ce qui vous concerne, c'est une histoire encore plus particulière, puisqu'il s'agit de bande dessinée underground, nous allons en parler dans un instant. Pour rappel, vous êtes auteur jeunesse, auteur de bande dessinée, vous êtes directeur de collection de bande dessinée, vous avez été directeur de collection bande dessinée aux Humano et Albin Michel. Vous êtes également journaliste, vous avez travaillé pour l'Écho des Savanes, Métal Hurlant, et peut-être qu'on y reviendra, puisque le lien probablement se trouve aussi là avec la bande dessinée underground. Mais surtout, vous êtes traducteur, et plus particulièrement de Crazy Cat, qui est une création de George Herriman. J'espère que je prononce correctement Herriman. Alors, en deux mots, peut-être dire ce que représente pour vous ce qu'on appelle la bande dessinée underground, et faire la transition avec évidemment Crazy Cat, qui est une bande dessinée très particulière, ce qu'on appelle des comic strips, et une ambiance aussi assez particulière et peut-être difficile à traduire. La bande dessinée underground, ça a été la révolte qui participait de la révolte des années 60 aux États-Unis, révolte de la jeunesse, et c'était tout d'un coup de parler de la vie, de la vraie vie de tout le monde, de se dévoiler aussi, puisque Crumb est quand même un des papes de la bande dessinée underground, donc de parler du sexe, de la vie, de la drogue, de tout ce qui faisait la vie des jeunes à cette époque-là. Et c'est la révolte qui aura lieu quelques années plus tard en France avec Gottlieb, Bretéché et Mandrika, quand ils fonderont l'Écho des Savanes, quand ils seront en rupture de banc avec Pilote. Et le lien avec Crazy Cat, Crazy Cat, il a cette particularité d'être un peu le papa de tout le monde. Tout le monde s'en réclame. C'est certainement une des bandes dessinées les plus influentes du XXe siècle, bien qu'elle soit méconnue. On a dit que c'est plus une bande dessinée d'artiste, c'est-à-dire une bande dessinée qui plaisait aux dessinateurs avant tout. Crazy Cat est particulier. Parmi les multiples intérêts, c'est qu'il a été à la base de la bande dessinée pour adultes. Ça a été découvert relativement récemment par quelqu'un à qui on ne rendra jamais assez hommage, un feu Bill Blackbeard, qui était un collectionneur. C'est lui qui a sauvé du pilon des collections entières de quotidiens, ce qui fait qu'on a pu avoir aujourd'hui trace de plein de comics de l'époque. Au tout début du XXe siècle, quand les deux grands magnats de la presse, Hearst et Pulitzer, se bagarrent et s'arrachent les dessinateurs pour s'attirer les faveurs des lecteurs, la bande dessinée est avant tout destinée aux enfants et au cercle familial. Ils font ces fameux suppléments colorés du dimanche. Et la bande dessinée pour adultes va naître en fait dans les pages sport des journaux. C'est d'ailleurs l'éditeur de Hearst, l'éditeur bande dessinée de Hearst, qui s'appelait Moses Königsberg et qui donnera son nom au fameux Kingfisher Syndicate, le syndicat qui va diffuser les bandes de Hearst, qui va avoir cette idée d'attirer le lectorat des parieurs sportifs sur les courses de chevaux, et qui va demander une première bande dessinée à un dessinateur sur ce thème. Et une des premières bandes dessinées à suivre et durables de Herriman s'appelait Prune the Plunger. Un plunger, c'était un parieur invétéré qui fonctionnait sur ce système-là. Alors justement, recontextualiser un petit peu, qui est Crazy Cat? Quel est ce personnage? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, Crazy Cat est apparu... Bon, il y a toujours eu des chats dans les bandes dessinées de Herriman. Et après l'expérience de son parieur, Herriman va enfin avoir une bande quotidienne, et ce sera The Dingbat Family, la famille Dingbat. L'époque est aux bandes dessinées familiales, puisque c'est le premier public des journaux. Ça démarre comme une bande dessinée classique. Il y a le père, la mère, le fils, la fille, le chien, le chat. Puis petit à petit, ça va délirer un peu. Déjà, au bout de quelques semaines, Herriman va avoir cette idée géniale d'inventer des voisins du dessus qu'on ne verra jamais.
et qui vont rendre la vie impossible à notre famille. Et du coup, la bande même va être rebaptisée The Family Upstairs, la famille du dessus. Et bon, restons dans la famille du dessous, donc chez les Dingbat. Il y a un chat qui ressemble au chat qu'on a vu dans les bandes précédentes de Herriman. Il y a un chien, et puis qui faut un peu les faire valoir en bas de case. Et il y a un fameux jour, le 26 juillet 1910, apparaît en bas de la case une souris qui ramasse un petit caillou, on ne distingue pas ce que c'est, et le lance à la tête du chat. Et dans les jours qui suivent, l'animation de bas de page va continuer. Ça va amuser, d'après la légende, le garçon de bureau d'abord. Ça va amuser les lecteurs, puis ça va attirer l'attention du rédac-chef. Bientôt, Krazy Kat, puisque à un moment, la souris s'exclame devant les réactions fantasques de ce chat, Krazy Kat. Quel fou ce chat. Ils vont bientôt avoir leur propre rez-de-chaussée. Il va y avoir un petit trait qui va séparer le sous-sol, en fait. Ils vont avoir un sous-sol. Ils vont avoir un sous-sol. Et on a beaucoup discuté de la popularité ou non, selon les moments de Krazy Kat. Et ce qui est étonnant, donc très vite, il va y avoir ce renversement des choses, c'est-à-dire que c'est le chat, loin de vouloir manger la souris, est amoureux de la souris. Et donc ça démarre, je dis, en juillet 1910. Dès février 1911, il y a un journal qui dit « Ah, il faudrait rebaptiser la Saint-Valentin Saint-Krazy Kat ». Donc il est populaire à ce moment-là. Et en 1913, Hearst, du coup, va offrir à Krazy Kat sa bande séparée. Il va se séparer de la famille Dingbat. Il a son propre show. Il a son propre show, voilà. Et quelques années plus tard, en 1916, il aura la fameuse planche du dimanche. Alors, qu'est-ce qui fait que Krazy Kat rentre dans la catégorie underground? Est-ce que c'est une liberté de ton? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui le différencie? Je pense qu'il est un peu en... Si beaucoup de dessinateurs s'en sont réclamés, il est comme le chat lui-même, la bande dessinée est en dehors de toutes les catégories. Et ce qui a particulièrement séduit, il y a deux choses, c'est la poésie et l'absurde de cette bande. Et puis la grande humanité, parce que Krazy, c'est un peu un Candide qui ne voit que le bon côté des choses. Parce qu'il y a, donc pour redire en quelques mots l'intrigue, il y a bientôt un chien qui va faire son apparition. Au bout de quelques années, Herriman va installer sa bande dessinée dans ce qu'on appelle Monument Valley, là où John Ford a fait tous ses westerns, qui est au nord-est du Grand Canyon, aux confins de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique. Et dans ce décor désertique, c'est un comté, le comté de Coconino, qui a son policier de garde, c'est le chien. Donc nous avons Krazy Kat, Ignatz Mouse, nous avons Officer Pup en anglais, traduit traditionnellement le sergent Pup en français, qui est garant de la loi et de l'ordre, qui, dès que la souris lance une brique à la tête, ah oui, parce qu'on a oublié le principal, le quatrième personnage, c'est évidemment la brique, vu que la souris, énervée, soit par les assiduités du chat, soit par son raisonnement absurde, très régulièrement craque et lui balance une brique que le chat prend, lui, pour une preuve d'amour. Oui, le péché originel, le fameux caillou. Donc le chien, qui est le flic du comté, essaye d'empêcher le méfait. Si le méfait a lieu, il met la souris en prison. Et donc le chat est malheureux parce que l'amour de sa vie n'est plus disponible. Ultime précision, mais qui est capitale, c'est le genre. Quand je disais que c'est une bande dessinée hors de tous les genres, le chat refuse aussi d'être catégorisé dans un genre ou l'autre, et c'est le fondement même de la BD. C'est-à-dire qu'on sait le chien est un mâle de manière indiscutable. La souris, c'est le souris, il est marié, père de famille, il a trois petits souriceaux. Et le chat, on ne sait pas, et c'est capital que l'indétermination reste. Il y a une bande où quelqu'un lui demande, mais quand même, parfois tu es Mister, parfois tu es Mrs. Il répond, c'est comme vous voulez. Alors effectivement, ça c'est quand même assez révolutionnaire, et d'autant plus à l'époque où ça a été créé. Alors, à traduire, vous qui êtes le traducteur de cet ouvrage, est-ce que ça présente des difficultés particulières? Colossales. Colossales, parce que bon, Herriman est de sang mêlé et de langue mêlée. Bon, la découverte
capital, mais qui a été exploité que récemment dans sa biographie, mais qui date de près de 50 ans. On a découvert dans les années 70 que Herriman, en fait, était de famille créole. On a découvert son bulletin de naissance où il y avait marqué Colored, personne de couleur, donc. Ce qui va se retrouver dans la bande. Donc il est né à la Nouvelle-Orléans, dans une famille de ce qu'on appelait les gens libres de couleur. Parce qu'en fait, c'était des descendants des Français. Sa langue maternelle, sa première langue a certainement été le français. Ensuite, il parlait évidemment l'américain, il parlait le créole local. Puis il s'est passionné pour toutes les langues, il piochait tout ce qu'il voulait. Ses collègues l'admiraient pour ça. Krazy Kat se passe en terre hispanique et en terre indienne, donc il y a de l'espagnol, il y a du navajo, il y a aussi des petits idiomes piochés des immigrants, donc il y a de l'irlandais, il y a du yiddish, il y a différents argots, donc il y a déjà tous ces langages mélangés. Ensuite, il y a le fait que Krazy, comme les enfants, parce que c'est un des facteurs de modification du langage, comme les enfants, il ne découpe pas les mots aux mêmes endroits dans la phrase. Donc, il faut trier tout ça. Avant de commencer même à traduire. Alors, ce qui m'amène, vous parliez de toutes ces langues, dialectes, etc. qui sont employés. Quand on traduit, est-ce que ça sous-entend que, alors, d'une part, faire un travail de traduction d'une multitude de langues, mais est-ce qu'aussi, à un moment donné, il ne faut pas trancher et dire « ça, je le garde dans la langue originale, ça, je le traduis ». Absolument. Alors, c'est bien qu'aujourd'hui, quand même, moi je suis reconnaissant au fait que l'anglais ait envahi notre univers, parce qu'on sait que le lecteur sera quand même familier quand même d'une bonne base de vocabulaire. Donc il y a des choses qu'on va laisser. Puis ce qui est dans d'autres langues qui ne sont ni la langue source officielle, l'américain, ni le français, je l'ai laissé. Tout ce qui est en allemand, en espagnol, voilà. Oui. Mais ce que vous laissez en anglais, vous le faites parce que c'est intraduisible, parce que ça rend mieux en anglais, parce que le contexte unique... Non, ce qui est laissé en anglais, c'est vrai, c'est pas une question d'intraductibilité, c'est vraiment parce que ça va mieux, mais il y a finalement assez peu de choses qui restent en anglais. Alors, c'est un personnage, vous disiez, qui est à l'origine de nombreux créateurs de la bande dessinée underground. On a évoqué tout à l'heure Métal Hurlant et l'Écho des Savanes. Vous qui en avez fait l'expérience, qu'est-ce qu'on a récupéré ou qu'est-ce qui a infusé dans la bande dessinée française de cet esprit underground? C'est la liberté, c'est le côté provocateur peut-être, c'est le côté hybride? C'est la liberté, c'est la révolte. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez inimaginable quand on n'a pas vécu cette période, c'est la société française des années 60. Donc c'est De Gaulle. On avait un père de famille à la tête de l'État, puis une société assez rigoriste. Moi, quand je suis rentré en 6e, il y avait encore les blouses, les filles n'avaient pas le droit de mettre de pantalon, personne n'avait le droit de mettre des chaussettes de couleur. Un phénomène comme le chanteur Antoine, ça a été colossal. Donc il y avait, c'était une cocotte minute qui bouillait, il y avait un énorme besoin de libération. La bande dessinée, l'importation de la bande dessinée underground américaine et puis les expériences proprement françaises ont répondu à ce besoin. Ouais. Je vous écoute et je repense à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la multiplicité des langues et des origines aussi de George Herriman. Et je me disais, mais finalement, si Krazy Kat ne voulait pas être enfermé dans un genre, c'est un peu le créateur qui parle quand il dit absolument, ça. Ce absolument. refus d'être enfermé dans une case, si j'ose dire. Ouais. C'est finalement de lui qu'il parle, d'une certaine façon. Oui, et ce qui est étonnant dans le même temps, et ce qui est la base de la biographie que lui a consacrée Michael Tisserand, c'est qu'il va vivre toute une vie dissimulée. En même temps, tout était dit c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout était dit dans la bande d'une certaine manière. Parce que Krazy a un oncle qui s'appelle Tom Kat, c'est l'oncle Tom, qui vit dans un champ de coton. Il faut vraiment être aveugle pour pas voir de quoi ça parle. Mais donc C'est la 1800... Katz de l'oncle Tom. Oui, absolument. Et en 1890, donc quand le jeune George Herriman a 10 ans,
Son père prend une décision qui peut être très lourde de conséquences. Ils ont la chance, entre guillemets, d'être blancs, très pâles de peau. Devant la montée des émeutes, de la répression à la Nouvelle-Orléans, il décide de prendre toute sa petite famille, de l'emmener à Los Angeles, la grosse bourgade qui est en train, je crois qu'il y a quand même dans les 100 000 habitants déjà, qui est en train de grossir, et dans l'anonymat de la grande ville, de passer pour blanc. Ce qu'on disait passer blanc. En français dans le texte à l'époque. Et quand je dis que ça peut être très lourd de conséquences, quand George Herriman commence à travailler pour Hearst, quand il fait son apprentissage, il travaille dans des quotidiens qui font leur une de révélation de outing, le outing de l'époque. Un tel ou une telle se disait blanc ou blanche et en fait était noir et du jour au lendemain, votre vie était ruinée. Bon, le père inscrit ses enfants dans une école pour blancs. Il va, plus tard, quand Herriman réussira, il s'achètera une maison dans un lotissement à Hollywood qui ne peut être acquis que par des blancs, etc. Dans le paysage de la bande dessinée actuelle, et ce sera ma dernière question, Marc-Pauline, est-ce qu'on peut encore déceler aujourd'hui dans les créations contemporaines les origines de Krazy Kat? Est-ce qu'on peut le deviner, son influence dans certains personnages très connus aujourd'hui? L'influence, elle est souvent avouée par les créateurs eux-mêmes. Je disais tout à l'heure que Krazy Kat se passe en territoire des Indiens Navajo ou Diné. Et Herriman va se passionner pour ce peuple, pour sa culture. Lui, c'est un graphiste, pour ses motifs graphiques. Il va commencer à reproduire les symboles Navajo, dont le fameux zigzag qui ornait le mur de sa maison et qui orne aussi le t-shirt de Charlie Brown. Schulz était un grand amateur de Krazy Kat et de Herriman et il lui a rendu cet hommage. Bill Watterson, l'auteur de Calvin et Hobbes, n'a pas perdu une occasion de dire tout ce qu'il devait à Herriman et beaucoup de dessinateurs le diront. Ouais. Et les chats contemporains? Nous avons des chats contemporains. Nous avons la bande dessinée Mots, dont l'auteur est un grand fan aussi de Herriman. Et son chat, il doit beaucoup à Krazy Kat. Ouais. Merci beaucoup, Marc-Pauline. Merci à vous.